L'industrie de la moto s'est effondrée plus vite que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Des milliers de vélos invendus s'accumulent chez les concessionnaires, les prix s'effondrent, le financement est de plus en plus difficile à obtenir et les constructeurs réduisent leur production à un rythme alarmant. Alors, quelles sont les causes? Pourquoi certaines marques sont en péril tandis que d'autres prospèrent? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour l'industrie? Commençons. Qu'est-ce qui se passe? L'industrie de la moto est confrontée à un effondrement inédit depuis des décennies. Une industrie en plein essor, autrefois remplie de cavaliers passionnés, s'effondre désormais sous le poids de stocks invendus, de financements inabordables et de constructeurs qui surestiment la demande et ignorent les signes d'avertissement. Au cœur de la crise se trouve la tempête parfaite de prix élevés, de hausse des taux d'intérêt et de baisse de la demande. Au cours des 5 dernières années, le prix des motos a grimpé en flèche. En raison de l'inflation, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des stratégies de prix premium constantes des fabricants, les vélos qui pourraient coûter 15 000 $ en 2019 sont maintenant vendus pour 22 000 $ ou plus. Les modèles phares de marques comme Harley-Davidson, l'Inde ou encore Honda sont prixés au-delà de la portée de l'acheteur moyen. Et puis le cauchemar du financement. Au cours des dernières années, le financement des motos a été relativement abordable, avec des taux d'intérêt aussi bas que 3 à 5%. Mais aujourd'hui, les taux de prêt moto ont triplé pour atteindre 9%, 10%, voire plus. Pour ceux qui ont un crédit moins bon, avec des taux d'intérêt pouvant atteindre 15% à 18%, financer une nouvelle moto est des pièges coûteux plutôt qu'une option. Le plus gros problème? La demande diminue. Les prix sont élevés et les taux d'intérêt augmentent. De plus en plus de pilotes gardent leur vélo plus longtemps, refusent d'accepter de nouveaux prêts ou payent des prix exorbitants pour des motos qui présentent peu d'amélioration par rapport au modèle précédent. Même les jeunes motards, qui alimentent traditionnellement le segment d'entrée de gamme, abandonnent complètement la moto, optant pour des moyens de transport alternatifs ou attendant la baisse des prix. Ce crash sera plus grave qu'en 2008, lorsque l'instabilité financière a contraint les passagers à reporter leurs achats. À l'époque, les prix des motos étaient encore relativement bas et les taux d'intérêt étaient gérables. Aujourd'hui, même les coureurs expérimentés aux revenus stables choisissent d'attendre, sachant que l'industrie est assise sur une bombe à retardement de stocks invendus et d'inévitables baisses de prix. Mais le pire, les concessionnaires se noient dans des stocks invendus. Les concessionnaires en difficulté. Partout dans le pays, les concessionnaires paniquent. Les planchers de nombreux showrooms sont remplis de motos invendues. Certaines y sont depuis plus de 200 jours, accumulant de la poussière alors que les acheteurs s'éloignent. Voir des rangées de Harley-Davidson, Yamaha et BMW flambant neuves non achetées est un signe révélateur des problèmes profonds de cette industrie. L'un des principaux défis des concessionnaires actuellement est le coût élevé du revêtement de sol. Les concessionnaires ne possèdent pas entièrement les motos dans les showrooms. Ils les financent par des prêts de plan d'étage, ce qui les oblige à payer des intérêts chaque mois sur les stocks invendus. Plus le vélo reste invendu, plus le concessionnaire perd de l'argent. Avec des stocks invendus records, de nombreux concessionnaires sont endettés et ne peuvent pas livrer les vélos suffisamment vite pour couvrir les coûts. Pour y remédier, les concessionnaires baissent massivement les prix et proposent des promotions agressives. Certaines marques, dont Harley-Davidson et Yamaha, ont réduit leur prix de détail conseillé jusqu'à 5 000 $, tandis que d'autres offrent un financement de 0% jusqu'à 36 mois, juste pour déplacer leur stock. Mais même ces réductions ne fonctionnent pas. Les acheteurs ne mordent toujours pas, sachant que les prix pourraient encore baisser à mesure que les distributeurs deviennent plus désespérés. Les petits distributeurs, piliers du secteur depuis des décennies, ferment tranquillement. Contrairement aux chaînes appartenant à de grandes entreprises, les distributeurs indépendants comptent sur des ventes constantes pour rester en marche. Mais avec la réduction des ventes et l'augmentation des coûts administratifs, de nombreuses entreprises doivent liquider leurs stocks et fermer définitivement. La pression monte pour les concessionnaires qui ont survécu. Beaucoup de gens hésitent à souscrire une assurance commerciale car le marché de l'occasion s'effondre, signifiant qu'ils ne peuvent acheter que des vélos de valeur inférieure à celle d'il y a un an. Cela limite davantage leur capacité à conclure des accords avec leurs clients, créant ainsi un cercle vicieux qui aggrave encore l'effondrement. Pas seulement les distributeurs, les constructeurs réduisent également leur taille. Catastrophe de la chaîne d'approvisionnement. Les constructeurs de motos doivent prendre des mesures drastiques car les concessionnaires ne peuvent pas déplacer leur stock.
des marques qui dominaient naguère le marché, comme Harley-Davidson, Honda et BMW, réduisent leur production, licencient des travailleurs et gèlent leur budget de recherche et développement. Harley-Davidson, par exemple, a annoncé une réduction de sa production de 25%, réduisant les opérations de ses usines pour répondre à la baisse de la demande. Les entreprises indiennes de motos suivent une stratégie similaire, espérant que la limitation de l'offre empêcherait une nouvelle chute des prix. Mais ces coupes ont payé un lourd prix, entraînant des fermetures d'usines, des pertes d'emplois et une baisse globale de la stabilité de l'industrie. Même les grands constructeurs japonais comme Honda, Yamaha et Suzuki ressentent la pression. Honda a déjà licencié du personnel et fermé des usines de production à l'étranger, et BMW Automobile AD a réduit sa production de 25% par rapport aux années antérieures. La crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement va aggraver la situation. La hausse des coûts des matières premières, des droits de douane internationaux et des frais de transport ont fait monter les prix des motos, les rendant moins attractives pour les consommateurs. Les constructeurs ont tenté de justifier ces hausses en pensant que la demande resterait forte, mais ils se retrouvent maintenant avec des vélos chers que personne ne veut. Avec des budgets resserrés, les dépenses de recherche et développement diminuent, ce qui signifie moins de nouveaux modèles, moins d'innovation et un ralentissement des progrès technologiques dans l'industrie. À long terme, les marques qui n'innovent pas risquent de perdre des clients. Mais même si vous voulez un vélo, le financement devient impossible. Le cauchemar des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt des prêts motos ont triplé depuis 2019 et de nombreuses banques facturent désormais 9% ou plus pour les nouveaux prêts motos. Pour les motos d'occasion, le pourcentage est encore plus élevé, atteignant souvent 11 à 15%. Cela signifie que les acheteurs d'une Harley-Davidson, Earth Glide, d'une valeur de $30 000 pourraient finir par payer plus de $40 000 lorsqu'ils remboursent leur prêt. Si votre crédit n'est pas très bon, oubliez ça. Le taux d'approbation des prêts a atteint un niveau record, une demande de prêt moto sur 5 étant rejetée par les banques. Les prêteurs sont plus prudents que jamais, craignant que les emprunteurs ne fassent défaut alors que les conditions économiques se dégradent. Les coûts d'assurance ont également grimpé en flèche, ajoutant un autre fardeau financier à la propriété de moto. Dans certains États, les primes d'assurance moto ont doublé, ce qui rend plus difficile pour les motocyclistes de justifier leur achat. Lorsque vous combinez des taux d'intérêt élevés, une assurance coûteuse et des prix montés en flèche des vélos, il n'est pas surprenant que de nombreux acheteurs potentiels partent complètement, ce qui entraîne une vague record de reprise. La crise de la récupération de motos se déroule à une vitesse inquiétante et déconcertante. Au cours de l'année écoulée, les rachats ont augmenté de 28%, la plus forte hausse depuis la crise financière de 2008. Les cyclistes, à travers le pays, abandonnent leurs vélos, incapables de suivre la flambée des paiements de prêts, l'augmentation des coûts d'assurance et la détérioration de l'environnement économique. Pour de nombreux acheteurs de motos, ce qui semble être un achat passionnant est devenu un fardeau financier. La combinaison des prix gonflés des motos, de la flambée des taux d'intérêt sur les prêts et de la hausse du coût de la vie empêche certaines personnes de suivre leur remboursement mensuel. Par conséquent, les prêteurs saisissent des motos à un rythme sans précédent, souvent plus rapidement que les concessionnaires ne les revendent. Ce cycle de récupération rapide crée un cercle vicieux qui entraîne l'ensemble du marché de la moto. À mesure que de plus en plus de vélos repris inondent le marché, la valeur de revente chute, laissant les propriétaires actuels prêter plus que la valeur de la moto. Quel est le résultat? Moins de rachats, moins de ventes de vélos neufs, et l'industrie a du mal à se joindre à la vie. C'est pourquoi les prix des vélos d'occasion plongent à un rythme historique. Les prix des motos d'occasion ont plongé. Les prix baissent rapidement, alors que des milliers de motos récupérées entrent sur le marché d'occasion. Les transactions de valeur ont chuté de 35% et de nombreux propriétaires ont prêté beaucoup plus que le prix de revente de leur moto. Cela signifie que même ceux qui veulent échanger leur vélo contre quelque chose de nouveau ne peuvent pas le faire sans subir un énorme coût économique. Le problème est aggravé par un grave excédent de vélos d'occasion chez les concessionnaires. Traditionnellement, les échanges ont joué un rôle crucial dans le maintien des ventes de motos, permettant aux acheteurs d'utiliser l'actif pour un nouvel achat. Mais avec tant de motos reprises qui inondent le marché, les concessionnaires sont réticents à accepter les échanges car ils ont déjà trop de vélos d'occasion invendus. L'offre d'argent étouffe la demande de nouveaux modèles. Les acheteurs potentiels qui pourraient envisager d'acheter une nouvelle moto se tournent maintenant vers le marché d'occasion, où ils peuvent acheter un vélo presque neuf pour quelques milliers de dollars.
En conséquence, les concessionnaires ont trouvé quasiment impossible de déplacer de nouveaux stocks, ce qui a entraîné des baisses de prix plus agressives et des offres de financement désespérées. Pourtant, malgré l'effondrement des prix des motos d'occasion, les prix des motos neuves restent trop élevés, laissant de nombreux acheteurs sur l'attente. Mais alors que les prix d'occasion s'effondrent, les prix des motos neuves restent étonnamment élevés. La bulle des prix a éclaté. La bulle des prix des motos, soufflée par les constructeurs au cours des 5 dernières années, a officiellement éclaté. Le coût des motos neuves a grimpé de plus de 40% depuis 2020, ce qui les rend de plus en plus inaccessibles pour l'acheteur moyen qui peine à suivre. Harley-Davidson et Indian Motorcycles ont mené cette catastrophe de prix, avec beaucoup de leurs modèles phares dépassant les 30 000 $. La Harley-Davidson Street Glide, qui coûtait environ 22 000 $ en 2019, coûte maintenant près de 35 000 $. Même les modèles d'entrée de gamme comme le Harley Nightster et l'Indian Scoot, qui étaient autrefois le choix des nouveaux pilotes, sont devenus près de 15 000 € plus. Les constructeurs ont mal interprété la demande des consommateurs et pensent que les passagers continueront à payer des prix gonflés indéfiniment. Toutefois, avec la hausse des taux d'intérêt, l'incertitude économique et la concurrence du marché de l'occasion, de nombreux acheteurs potentiels ont décidé d'attendre, laissant les concessionnaires dans des stocks invendus. Quel est le résultat? Ralentissement de la production de masse, licenciements dans les usines, baisse désespérée des prix. Mais pour de nombreux fabricants, il est trop tard. Ils surproduisent et facturent trop, et maintenant ils ne peuvent pas vendre leurs vélos. La catastrophe des prix frappe encore plus durement les motos électriques. Le fantasme de la moto électrique est terminé. Depuis des années, les constructeurs considèrent les motos électriques comme l'avenir du secteur. Cependant, malgré le hype, les chiffres de vente racontent une histoire différente. 0. Les marques de motos électriques telles que Harley-Davidson, Livewire et Energica sont assises sur d'énormes stocks invendus et ont du mal à trouver des acheteurs prêts à faire la transition. Le plus gros problème? Prix. Les motos électriques sont encore trop chères pour le motard moyen. Un câble en direct coûte plus de 22 000 $, ce qui est presque le même prix qu'un wagon à essence entièrement chargé. Pendant ce temps, le modèle haut de gamme de 0 oscille autour de 20 000 $, hors de portée pour la plupart des acheteurs. Mais le coût n'est pas le seul problème. L'anxiété sur l'autonomie continue de troubler les motos électriques. Contrairement aux vélos à essence, qui peuvent être ravitaillés en quelques minutes, les motos électriques continuent de souffrir d'une autonomie limitée et d'un temps de recharge long. Les cyclistes qui aiment faire de longues croisières trouvent les vélos électriques peu pratiques, surtout en l'absence d'infrastructures de recharge étendues. Même avec les incitations gouvernementales et les crédits d'impôt substantiels, les ventes de motos électriques n'ont pas atteint les attentes des constructeurs. De nombreux acheteurs restent sceptiques quant à la durée de vie de la batterie, au coût de remplacement coûteux et à la valeur de revente incertaine. Les concessionnaires sont donc désormais surchargés par des motos électriques invendues, obligeant les constructeurs à réduire leur production et à repenser leur stratégie à long terme. Le rêve de la moto électrique s'effondre, laissant des marques comme Zero et Livewire en position de faiblesse. Sans des baisses de prix drastiques, une technologie de pointe et un réseau de recharge étendu, les motos électriques pourraient rester un marché de niche plutôt que la révolution transformante de l'industrie tant prédite. Mais quels sont les plus gros drapeaux rouges dans l'industrie de la moto? Les concessionnaires ne peuvent simplement pas vendre des modèles spécifiques. Ces 8 entreprises vendent des motos pour 2025. L'effondrement du marché de la moto en 2025 a laissé de nombreux modèles poussiéreux dans les showrooms. Les chiffres montrent que certains vélos ne se vendent pas du tout. Qu'il s'agisse d'étiquettes trop élevées, de résultats prosaïques ou de stratégies marketing échouées, même certaines des marques les plus connues peinent à déplacer leur stock. La plus décevante est celle de la Harley-Davidson Livewire, la tentative audacieuse de la société en matière de motos électriques. Avec un prix supérieur à 22 000 $, une autonomie limitée et des temps de recharge longs, Livewire n'a pas réussi à se connecter avec le public traditionnel de Harley, tout en échouant à attirer les jeunes pilotes à la recherche de portabilité et d'utilité. Les concessionnaires rapportent une offre quotidienne de plus de 280 jours sur le marché pour ces modèles, ce qui signifie qu'au rythme actuel des ventes, il faudra presque une année entière pour liquider les stocks existants. Un autre échec majeur a été l'Indien Challenger Dark Horse, un croiseur haut de gamme qui coûte près de 28 000 $. Malgré son style agressif et sa technologie moderne, il a du mal à rivaliser avec la Road Glide spéciale de Harley-Davidson qui offre des fonctionnalités similaires à un prix comparable.
Les passagers recherchent soit des alternatives plus abordables, soit optent pour un modèle d'occasion plutôt que de supporter le prix élevé d'un nouveau croiseur. Le vélo sportif a également été touché. Le Kawasaki Ninja H2S XSEA 27 MES 500 de leur est trop petit et coûteux pour le motocycliste moyen. Bien qu'il possède une technologie de pointe, les coûts d'assurance élevés et les exigences de maintenance complexes le rendent difficile à vendre par rapport aux voitures sportives plus pratiques telles que la BMW 1000XR. De même, la Suzuki GSX-R 1000R, autrefois un favori des fans, est devenue obsolète et a du mal à suivre ses concurrents plus raffinés et modernes. Toutes les motos électriques ont souffert et le scooter électrique BMW CE04 ne fait pas exception. Avec un design futuriste et une focalisation sur la mobilité urbaine, son prix de 12 000 $, son autonomie limitée et son temps de recharge prolongé découragent les acheteurs. Même dans les grandes zones métropolitaines où les véhicules électriques sont plus populaires, le CE04 n'a pas réussi à gagner de l'attention. Une autre moto sportive haut de gamme qui ne se vend pas est la Ducati Panigale 5.2. Bien que Ducati soit connu pour ses machines haute performance, le prix de 17 795 $ combiné à une maintenance coûteuse et des tarifs d'assurance élevés ont amené de nombreux acheteurs potentiels à regarder ailleurs. Même les motos touring ressentent les effets du ralentissement du marché. Autrefois le roi des longues distances, le Honda Goldwing Tour reste maintenant invendu chez les concessionnaires pendant 250 jours en moyenne. Son prix de 28 600 $, combiné à l'évolution des préférences des consommateurs et au coût élevé du carburant, rendent difficile la vente. Enfin, le Triumph Rocket 3 GT, malgré le plus grand moteur de moto produit en série au monde, a du mal à se débarrasser. Son prix de 24 000 $ et de sa taille énorme le rendent intimidant pour la plupart des cavaliers, limitant son attrait pour les marchés de niche. Avec plus de 325 jours d'inventaire invendu, il est clair que Triumph a surestimé la demande pour ce bruisé super puissant. Alors que les motos haut de gamme luttent, les motos d'entrée de gamme, historiquement porte d'entrée pour les nouveaux coureurs, font face à de sérieux défis. Quand le marché se redressera-t-il ? La dure réalité est que l'effondrement en 2025 n'est pas terminé et les analystes avertissent que la reprise pourrait prendre des années. L'effet persistant des taux d'intérêt élevés est un facteur clé susceptible de retarder la reprise. Tant que l'emprunt restera cher, les acheteurs continueront de reporter l'achat d'une nouvelle moto, gardant ainsi la demande faible. Si l'inflation reste élevée, le financement des motos pourrait ne redevenir abordable qu'en 2026 ou plus tard. Les fabricants peuvent recourir à des stratégies désespérées pour survivre. De nombreuses marques sont attendues à offrir de fortes réductions, à réduire la production, voire à arrêter la production de modèles en difficulté pour nettoyer leur stock. Certaines marques plus petites pourraient complètement disparaître, ce qui entraînerait un marché plus consolidé et moins de choix pour les pilotes. Les concessionnaires qui luttent déjà avec des coûts de stock élevés pourraient être contraints de fermer leurs portes ou de se tourner vers la vente principalement de motos d'occasion. La vague de vélos recyclés qui inonde le marché complique encore davantage les choses car elle fait baisser la valeur des motos neuves et d'occasion et rend plus difficile pour les concessionnaires de réaliser des bénéfices. Mais pour comprendre pleinement où va le marché, nous devons regarder les effondrements passés de l'industrie de la moto et les leçons de reprise que l'histoire nous apprend sur les effondrements passés du marché. L'histoire nous dit que l'industrie de la moto a déjà connu des récessions économiques, mais l'effondrement du marché en 2025 s'est avéré bien plus grave que les précédents. Regardez les récessions passées, en particulier la crise financière de 2008, nous donne un aperçu précieux de la façon dont le secteur a réagi sous pression et ce qui pourrait se passer ensuite. Pendant la récession de 2008, les ventes de motos ont chuté à mesure que le revenu disponible a disparu. Harley-Davidson, Yamaha et Honda ont tous connu une forte baisse de la demande, les seules ventes de Harley-Davidson ayant chuté de 30% aux États-Unis. Cela oblige les grands constructeurs à réduire leur production, à supprimer leurs effectifs et, dans le cas de Harley, à envisager même de céder sa marque européenne MV Agusta pour rester en marche. Les petits détaillants ne pouvant pas supporter la pression financière des stocks invendus, les concessionnaires ont fermé. Cependant, les marques qui ont survécu l'ont fait en adaptant rapidement leurs modèles commerciaux.
Par exemple, Honda s'est tourné vers des motos plus petites et plus abordables en sortant des modèles tels que le CBR 250R qui ont attiré des acheteurs conscients du budget à la recherche d'alternatives aux voitures coûteuses. Kawasaki a adopté une approche similaire avec la Ninja 300, devenue un best-seller grâce à son équilibre entre économie et plaisir. L'histoire montre que les marques qui ne s'adaptent pas sont les marques qui s'effondrent. Victory Motorcycle, malgré ses promesses, n'a pas pu maintenir sa position sur le marché après que Polaris a déplacé son accent sur les motos indiennes. Pendant ce temps, les petites marques comme Buell ont disparu en raison de la restructuration et de la demande insuffisante. Les effondrements passés ont montré que les marques s'adaptent ou deviennent irrelevantes. Ceux qui trouveront des moyens de réduire les coûts, de fournir un meilleur financement, de rendre les vélos plus accessibles, vont survivre. Ceux qui continuent de s'appuyer sur des stratégies obsolètes et des prix gonflés risquent de devenir la prochaine moto victorieuse. Mais alors que certaines marques peinent à survivre, la plus grande question est à quoi ressemblera l'avenir de la moto ? L'avenir de la moto. L'industrie de la moto est à la croisée des chemins. Alors que l'effondrement du marché en 2025 révèle de graves défauts dans la façon dont les constructeurs fonctionnent, le secteur doit décider s'il va évoluer pour répondre aux besoins des nouvelles générations ou continuer à décliner. Autrefois saluées comme l'avenir de l'industrie, les motos électriques ont été adoptées beaucoup plus lentement que prévu. Des marques comme Zero Motorcycles et Livewire ont du mal avec des prix élevés, une autonomie limitée et un manque d'infrastructures de recharge. Les motocyclistes hésitent à passer des vélos à essence et, à moins que la technologie des batteries ne soit considérablement améliorée, les motos électriques resteront un produit de niche plutôt qu'une alternative traditionnelle. Dans le même temps, les progrès dans les technologies de conduite autonome et les solutions de mobilité urbaine modifient la façon dont les gens perçoivent le transport. À mesure que les véhicules autonomes deviennent très répandus, des experts pensent que la pertinence des motos comme mode de transport principal pourrait diminuer. Les jeunes générations ont déjà choisi les services de covoiturage, les transports en commun et les vélos électriques plutôt que les motos, ce qui pourrait encore réduire la demande dans les années à venir. Malgré ces défis, il y a de l'espoir pour l'industrie de la moto. Le succès continu des vélos de style rétro et des modèles de petites cylindrées montre que les gens aiment toujours les motos. Ils veulent juste qu'ils soient abordables et pratiques. Des marques telles que Royal Enfield et Honda prouvent que les jeunes pilotes sont toujours intéressés par les motos, mais ils refusent de payer des prix extravagants. L'avenir de l'industrie dépend de la capacité des fabricants à s'adapter à ces changements. S'ils continuent de se surprixer et de promouvoir des technologies que les passagers ne veulent pas, les ventes continueront de baisser. Cependant, en se concentrant sur l'abordabilité, l'accessibilité et une image de marque forte, elles peuvent restaurer l'intérêt et attirer une nouvelle génération de motards. La vraie question pour les acheteurs est acheter, vendre ou attendre. Avant de passer au prochain chapitre, si vous aimez la vidéo, assurez-vous de l'aimer et de l'abonner. Alors que le marché est en chute libre, de nombreux coureurs se demandent si c'est le meilleur moment pour acheter une nouvelle moto, vendre une moto existante ou attendre que les prix baissent encore davantage. La réponse dépend de votre situation financière et de l'évolution du marché l'année prochaine. Si vous souhaitez acheter, c'est peut-être le meilleur moment pour profiter du crash. De nombreux concessionnaires offrent des réductions records, des taux de financement bas et des incitations majeures juste pour déplacer les stocks. Si vous pouvez reporter l'achat de 6 à 12 mois, les prix pourraient encore baisser et vous faire économiser des milliers de dollars. Si vous voulez vendre, faites-le dès que possible. Le marché des motos d'occasion est submergé et les transactions de valeur vont plonger à mesure que les reprises augmentent. Si vous attendez trop longtemps, votre moto pourrait valoir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Si vous êtes incertain, attendrez probablement la meilleure décision. Le marché est toujours en chute libre, alors que les concessionnaires se noient dans des vélos invendus et que les constructeurs réduisent leur production. Si vous attendez que la poussière se repose, vous pourriez obtenir la meilleure affaire de votre vie. L'effondrement du marché de la moto en 2025 est loin d'être terminé, mais si vous jouez intelligemment, vous pouvez prendre l'avance. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce la fin de l'industrie de la moto telle que nous la connaissons, ou les marques vont-elles trouver un moyen de survivre? Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous.